Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Lutte contre les conflits liés aux frontières. La commission mixte paritaire de la matérialisation de la frontière commune Côte d'Ivoire-Burkina Faso a été installée. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Cette commission mixte paritaire compte 10 membres par pays. Ces experts ivoiriens et burkinabés, installés ce jour dans la commission mixte paritaire de la matérialisation, sont tous spécialistes en coopération transfrontalière. Ils auront la lourde tâche de démarrer les travaux et de conduire à terme le processus de démarcation de la frontière commune physique pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Cette activité de démarcation des frontières, démarcation physique, est précédée d'enquête de terrain, de recherche documentaire, d'analyse des documents cartographiques, et à partir de ce moment-là, les experts s'entendront pour définir les coordonnées, et à partir des coordonnées maintenant, il y a des activités de sensibilisation des populations sur le terrain. Une frontière peut constituer une source de tension et de conflit entre les États si elle n'est pas définie. Les ministres ivoiriens et burkinabés en charge des frontières encouragent les membres de la commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière commune Côte d'Ivoire-Burkina Faso et se disent prêts à renforcer la sécurité et à régler pacifiquement les conflits liés aux frontières. La frontière donc peut constituer une source de tension et de conflit entre États si elle n'est pas définie et acceptée de tous. Ce risque est davantage plus prégnant dans le contexte africain. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous rappeler l'importance de la haute mission que nos deux pays vous confient dans un contexte sécuritaire préoccupant. Et aussi à un moment où les hautes autorités ivoiriennes et burkinabées déploient beaucoup d'efforts pour combattre tous les périls d'où qu'ils viennent, en vue d'assurer et garantir la sécurité de leur population. L'installation de la commission paritaire de matérialisation de la frontière commune Côte d'Ivoire-Burkina Faso répond à la mise en œuvre du protocole d'accord signé le 30 juillet 2014 à Ouagadougou entre les deux pays. Sons de cloches, tambours, chants et danses traditionnelles, telle est l'ambiance qui a meublé le week-end dernier la présentation des vœux au roi Bel, sous une décoration tout en couleurs. La traditionnelle cérémonie de présentation des vœux à Sa Majesté Jean-Yves Ebumbu, roi du canton Bel, président en exercice du Ngondo, a eu lieu ce samedi 20 février 2021 au palais royal du canton Belsi à Bali, non loin du Parc des Princes, dans le premier arrondissement de Douala. Elle marquait ainsi la reprise officielle des activités du roi Bel pour le compte de l'année 2021. C'est dans une ambiance de joie et sur une décoration symbolisant l'identité culturelle des peuples de la côte que le successeur de son Altesse royale, le prince René Douala Mangabel, a fait son entrée sur la scène des festivités. Accompagné de sa charmante épouse, la reine Clarisse Ebumbu Douala Mangabel, venue recevoir les vœux du nouvel an du peuple dont il a la lourde charge de conduire. Il n'a pas manqué lors de son allocution de manifester sa joie et sa reconnaissance à l'endroit de ses sujets. À l'occasion de cette cérémonie des vœux rassemblant son peuple malgré le contexte de crise sanitaire lié au Covid-19. Cette année était une année très spéciale à cause de la pandémie. Et nous avions décidé à l'origine de ne pas faire de vœux. Et finalement, il y a eu une poussée d'une telle nature qu'on a accepté de les faire, mais en sachant qu'on les a restreints par rapport à l'habitude. Et de cette manière, on a eu cette manifestation, mais il s'agissait simplement de retrouver cette intimité particulière que nous avons dans ce temps de vœux. Il a également invité tout le peuple sawa à pratiquer l'unité et à éviter les divisions et les déchirements pour quelconque malentendu, mais de s'en référer aux autorités compétentes. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas le temps normal de se rencontrer, en sachant qu'il y a des petits messages spécifiques qui nous concernent et qu'il est souvent important de délivrer dans ces moments particuliers. Et quel est votre sentiment ce jour de remise des vœux et quel est le message que vous adressez au peuple douala? Ce message, mon sentiment est un sentiment de joie. De joie parce que chaque fois qu'on se retrouve d'une manière ou d'une autre, c'est toujours
un élément, un moment très très charnel et très très communicatif. Et donc c'est vraiment quelque chose que je ressens au plus profond de moi-même et quelquefois j'en attends de tous mes vœux de recevoir justement ces vœux. Ce fut l'occasion pour les différentes constituantes du royaume Sawa de célébrer leur roi, mais aussi et surtout de lui témoigner leur affection ainsi que leur reconnaissance pour le travail ici abattu. Le premier notable, Doumbé Loti Alexandre, l'ensemble des notables gardiens de la tradition Sawa, les différentes familles venues de part et d'autre du canton, notamment la délégation des Bonamanga, famille royale conduite par le représentant du roi Bel en Europe, le prince Njo Nzing Manga Bel, la délégation de Bojongo, conduite par sa majesté Mwaso Priso, chef de famille Bona Ekambi, Doumbé Loting Alexandre, la délégation Bona Ekwe Passi, conduite par Ekwe Martin, ont ouvert la série des vœux dans la matinée. Puis, les invités et les autres membres de la communauté vivante du canton sont venus à leur tour présenter leurs vœux au roi. Je souhaite mes vœux les meilleurs d'abord aux populations de notre communauté en règle générale, mais aussi à toutes les communautés de notre pays, parce que notre pays quand même c'est dans Douala, c'est l'Afrique en miniature, mais c'est le Cameroun en miniature. Et par-delà cela, c'est toute notre nation, la nation camerounaise, dont je dis régulièrement que le canton Bel a la particularité d'être en fusion historique avec la nation camerounaise. Et donc pour moi, c'est une espèce de continuité permanente, chaque fois qu'il y a des vœux, de les souhaiter à cette nation camerounaise, en sachant que c'est la continuité de cette relation particulière que le canton Bel a entretenue et entretiendra jusqu'à toujours avec la nation camerounaise. C'est dans une ambiance bon enfant qu'ils se sont donné rendez-vous pour une autre édition de vœux. En attendant, longue vie au roi. Les structures de contrôle interne et externe des finances publiques, ainsi que celles de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, bénéficient du projet d'appui au renforcement des institutions de contrôle de Côte d'Ivoire sur 3 ans. Entre autres défis de ce projet financé par l'Union européenne, renforcer l'efficacité de la recette et de la dépense, en améliorant la transparence et la redevabilité de la gestion de la finance publique en Côte d'Ivoire. Par la bonne gestion des finances publiques et par la bonne gestion des impôts, parce que c'est là où l'argent rentre aussi, la Côte d'Ivoire peut assurer aussi une croissance économique équilibrée et surtout aussi maintenir son attractivité économique. Le gouvernement ivoirien étant déjà inscrit dans cette dynamique d'amélioration de la transparence dans la gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire avec l'institution du budget programme. Les autorités veulent saisir les opportunités qu'offre le PACC, doté d'une enveloppe d'un montant de 1,16 milliard de francs CFA. L'importance du contrôle dans les finances publiques est essentielle. C'est le gage d'une bonne exécution du budget de l'État. Le PAC, comme cela se dit en abrégé, devra en conséquence contribuer à l'amélioration de la performance de l'action publique à travers la poursuite et le renforcement de la bonne gestion des finances publiques. Les institutions bénéficiaires du PACC ont signé la lettre d'engagement à s'inscrire dans la perspective de la transparence et de la redevabilité de la gestion des finances publiques. Un panel sur le thème de gestion des finances publiques, une contribution à la bonne gouvernance financière, a permis aux experts et participants de comprendre les enjeux du PACC mis en œuvre par Expertise France. Le village Tokuzu aux Alem, siège de la communauté chrétienne Papa Nouveau, le mois de jeûne entamé, les fidèles chantent et prient pendant la procession autour du temple. Ils reçoivent un fidèle en la personne de Monsieur Kwadio Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation nationale. Il a participé à une prière spéciale. Après le culte, il a rencontré le clergé qu'il a mis en mission pour la promotion de la paix. C'est le comportement d'amour. Comment aimer son prochain, car l'amour supporte tout, accepte tout, excuse tout et peut tout. Et Dieu est amour. Comment mettre la parole de Dieu en pratique? Lorsque Dieu a envoyé Papa Nouveau, il a dit ceci: le Seigneur m'envoie vous livrer un message de paix d'abord, parce que Dieu est paix.
Dieu aime la paix, veut la paix et veut que ses enfants cultivent la paix. Sur l'actualité électorale, M. Kwadio Konan-Bertin a invité les candidats à l'élection législative du 6 mars 2021 à se détourner de la violence verbale et des discours de haine. Dans l'église Papa Nouveau, le carême, ce n'est pas de s'abstenir de manger, mais c'est surtout de s'abstenir dans ce temps de carême, de tenir des propos qui blessent, de tenir des paroles qui humilient et qui insultent. Je souhaite que ce soit des élections apaisées, que tous les acteurs aient ce que l'autre a appelé le bon ton, que tous les candidats n'aient pas des propos méchants, que place soit aux idées, dans la non-violence, que les Ivoiriens aient le droit de choisir tranquillement et librement leurs députés. La communauté Papa Nouveau a reçu une contribution financière pour la rénovation du temple de la part de son hôte. Le président de la commission électorale indépendante CEI, M. Ibrahim Koulibaly Fuibière, a procédé ce jour à la remise officielle des documents électoraux, spécimens de bulletins de vote et affiches de campagne aux candidats de l'élection législative du 6 mars 2021. Les affiches permettent à l'électeur de mettre un nom sur un visage. L'élection, c'est le choix. Mais comment fait-on le choix quand on ne sait pas celui qu'on va choisir? Le spécimen de bulletin, c'est pour vous donner mission d'aller vous-même sur le terrain, de vous faire instructeur des électeurs, à l'effet pour eux de faire le bon choix. Ce n'est pas forcément pour vous, mais c'est déjà apprendre à voter. En vous choisissant, ils apprennent à voter et à voter bien. Bien avant cette remise officielle, les candidats ont été instruits sur le mode opératoire du scrutin. La CEI, avec l'appui du PNUD, a expliqué l'ensemble du processus de vote. La principale mission du projet est de contribuer à réduire la violence électorale, à renforcer les échanges entre la CEI et les parties prenantes, à soutenir la communication, la sensibilisation et à consolider les capacités du personnel électoral. Les détails précis sur l'organisation des lieux de vote, le rôle des représentants des candidats, la validation des bulletins de vote, la rédaction des PV et la proclamation des résultats. Il y a l'électeur, il y a l'urne, il y a le bulletin. Voilà l'arsenal de l'élection. Est-ce qu'il y a place pour la violence? Il y a violence lorsque ce qui est voulu par le peuple ne semble pas être transcrit dans le résultat. C'est un droit que la loi vous donne d'avoir non seulement des représentants, mais en plus de cela des délégués. La loi vous donne deux possibilités. Le délégué, c'est l'itinérant, c'est-à-dire votre représentant qui passe des bureaux de vote en bureau de vote, à qui il est loisible d'entrer dans un bureau de vote comme il veut, mais bien entendu en y respectant les règles de fonctionnement d'un bureau de vote. 1266 dossiers de candidats sont en lice pour la conquête de 255 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. Cette rencontre vise à favoriser l'émergence des femmes dans les sphères décisionnelles. Une session de partage et d'expérience de la Suisse en matière d'amélioration de la participation politique de la femme. Une rencontre qui a valeur de symbole pour l'ambassadrice de la Confédération suisse en Côte d'Ivoire. On a montré un film qui se déroule dans un village, donc dans une population rurale, et ça a valeur d'exemple de ce qui s'est passé il y a 50 ans en Suisse. Ça fait 50 ans exactement qu'on a commémoré le droit de vote des femmes, le suffrage féminin. Ce film, d'après les réactions dans la salle, a beaucoup parlé aux gens parce que c'est des situations de la vie quotidienne qui sont dépeintes. On voit que la femme, à la base, dans sa famille, dans son village, elle peut faire bouger les choses. Et c'est là que ça doit commencer. C'est au niveau communautaire que l'engagement commence et il doit être porté jusqu'en haut. Ce film, retraçant le parcours de la lutte de la femme suisse et l'obtention de leurs droits politiques, a permis de sensibiliser et de former les femmes sur les enjeux de la sous-représentativité des femmes. Après des décennies de lutte, les Suissesses ont pu obtenir 38% des sièges au Parlement. En Côte d'Ivoire, ce quota est loin d'être atteint, avec 11% de taux de représentativité au Parlement. À la veille des élections législatives, nous pouvons nous rendre compte que malgré tous les efforts et l'engagement des femmes ivoiriennes pour leur participation en politique,
il est clair que les quotas de 30% de femmes dans les listes qui avaient été proposées par les partis politiques, ce quota dans l'ensemble n'a pas été atteint. Les femmes représentent plus de 48% de la population ivoirienne. Madame Namzata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, le chemin est long, mais l'espoir d'un changement est possible. Je pense qu'il faut y croire et il y a même des raisons de croire en la représentation des femmes au poste de décision. Pour la simple raison que la Côte d'Ivoire a adopté librement une législation à l'effet d'accroître les chances des femmes au poste de décision. La Côte d'Ivoire a ratifié tous les instruments internationaux pertinents qui parlent de représentation des femmes aux instances de décision. Et donc, il suffira pour nous de les appliquer. À la question de savoir comment promouvoir la consommation des produits made in Cameroun, Elisa Mban Ekoutou, président du groupement d'intérêt économique, a à sa manière trouvé une solution à cette préoccupation qui demeure au cœur de l'actualité camerounaise. Madika a vu le jour à l'initiative des opérateurs économiques privés soucieux de vouloir avoir un espace identifiable pour acheter leurs produits, un espace stable. Vous savez que les producteurs de Made in Cameroun, surtout les petits artisans, vous allez trouver leurs produits uniquement dans les foires ou les expositions ventes éphémères de 3 jours à 1 semaine. Or, il était question pour le consommateur qui souhaitait encore commander ces produits, qu'ils aient un espace de commercialisation où ils pouvaient venir les acheter. Voilà la raison de la création de Madika. C'est ainsi que pour booster l'industrie locale, cette femme entrepreneur a mis en place des espaces contenant uniquement des produits du terroir. Ce mardi 23 février 2020 à Yaoundé au Cameroun, le ministre du Commerce, Luc Magouambaga Atangana, accompagné de quelques membres du gouvernement, a procédé à l'inauguration de cet espace marchand. Le chef du commerce camerounais n'a pas manqué de saluer l'initiative. Pour lui, limiter les importations va permettre aux producteurs de booster la production locale, assurer la disponibilité et l'accessibilité des produits d'origine camerounaise et ceux-ci pourront se frayer un chemin. Le concept du Made in Cameroun, certains ont pensé que c'était un slogan creux. Mais là, à l'évidence, on réalise que c'est une réalité concrète et une appropriation. Et surtout ça qui est important, une appropriation de la part de nos opérateurs économiques. Pas forcément ceux-là qu'on attendait, c'est-à-dire les plus gros, mais ça c'est des petits qui arrivent à s'organiser, les femmes en particulier, qui arrivent à s'organiser, qui ont créé donc un groupement d'intérêt économique, un GE, qui aujourd'hui nous montre les merveilles tout simplement de ce qu'on peut faire avec nos produits, quel que soit le type de produit. C'est un élément important qui va permettre donc de consommer localement nos produits, mais également de pouvoir vendre ces produits à l'extérieur. Parce qu'à l'état brut, il est difficile non simplement d'exporter, mais aussi difficile de consommer aussi bien localement qu'à l'extérieur. Donc cette initiative est vraiment encouragée, elle est bienvenue, le gouvernement la soutient. Et le gouvernement a décidé de mettre à la disposition de ces opérateurs de moyenne importance, même de petite importance, de mettre avant la fin de cette année au quartier Mvorbeti, de mettre à leur disposition un espace permanent d'exposition et de vente de leurs produits. Je crois que c'est ainsi que nous avancerons dans l'émergence industrielle. C'est aussi cela le concept même à la base de la stratégie de développement tel que voulu par le chef de l'État pour la période 2020-2030. Donc l'émergence, vraiment avec ce type d'initiative, l'émergence, on le voit, est en marche. Concernant la nouvelle stratégie qu'envisage utiliser le Cameroun pour décourager l'importation, Elisa Mban apporte son point de vue. J'étais au courant de ces mesures douanières qui avantagent l'importation des intrants, mais je ne savais pas qu'elles étaient déjà effectives. Et nous n'avions pas non plus été informés des modalités pratiques de sa mise en œuvre. Donc, raison pour laquelle nous sommes un peu dubitatifs. Mais effectivement, nous avons eu des membres qui nous ont confirmé avoir eu à bénéficier déjà de ces avantages-là.
mais je ne peux pas vous donner les détails maintenant parce que, comme je vous ai dit, nous n'avons pas été suffisamment édifiés. On en a besoin, surtout pour les intrants des machines agricoles. Pas des machines agricoles, je veux dire surtout les machines de transformation agroalimentaire, les emballages, comme j'ai cité tout à l'heure. Ça peut être des intrants particuliers bio pour les conservateurs qui entrent dans la transformation de nos produits locaux. Ces produits, bien qu'ils soient conçus localement, ils doivent répondre à certains standards de l'Agence des normes et de la qualité, l'ANOR. À peine les résultats définitifs de la Commission électorale nationale indépendante proclamés donnant vainqueur Mohamed Bazoum avec 55,75% des suffrages exprimés, le peuple exprime son mécontentement depuis l'après-midi de ce mardi 23 février et crée des marches éclatées, des affrontements violents entre policiers et civils. Pour les manifestants, c'est Mahaman Ousmane le vainqueur. Dans la ville de Niamey, des pneus brûlés en guise de protestation et pour l'heure, on ne note aucun mort. Ces protestations à Niamey ce mardi 23 février 2021 atteste un système démocratique non abouti en Afrique et notre correspondant Marc Silva Bikok nous donne ici les premières impressions à chaud dans les rues de Niamey. Nous sommes à Niamey, capitale du Niger. Aujourd'hui, mardi 23 février, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé les résultats définitifs de l'élection présidentielle donnant Mohamed Bazoum vainqueur avec 55,75%. Depuis cet après-midi, c'est tendu dans les rues de Niamey et partout au Niger, des manifestations, affrontements entre policiers et civils. Pour l'instant, pas de mort. Marc Silva Bikok, CNN, Niamey, Niger. 1000 nouveaux cas de contamination et 35 décès par semaine, ce sont les nouveaux chiffres enregistrés par le ministère de la Santé publique depuis l'apparition de cette nouvelle saison de la pandémie du coronavirus il y a quelques jours au Cameroun. Une situation qui est en grande partie liée à l'incivisme prononcé des citoyens camerounais qui, dans l'ensemble, ne respectent pas les mesures barrières édictées par le gouvernement pour limiter la propagation de la maladie. Dans les restaurants, les bars, les boîtes de nuit et les transports en commun, ça se bouscule. La situation commence quand même à avoir, parce que vous savez, dans la vie d'une épidémie, vous pouvez avoir à un moment donné maîtrisé la situation, mais vous pourrez, n'est-ce pas, avoir de temps en temps quand même des petites poussées. Et donc c'est ce que nous constatons aujourd'hui, et les indicateurs sont clairs. C'est-à-dire, nous partons en termes d'occupation des lits, donc des hospitalisations. Nous partons d'une situation où nous avions, il y a quelques mois, 0,5%. Nous sommes montés à 2,5%, nous sommes montés à 3%. Aujourd'hui, nous sommes à 5% d'occupation des lits. Le port du masque n'est plus qu'un lointain et vague souvenir. Une résurgence qui n'est pas sans inquiéter le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, qui ne se fatigue pas d'inviter les populations à pratiquer les gestes barrières pour barrer la voie au Covid. Il n'a d'ailleurs pas manqué à son serment interpellatif lundi dernier sur les antennes de la télévision nationale. Au cours de ce journal, il a notamment donné les informations concernant la progression de la pandémie. Si nous prenons également les décès, parce que voilà les indicateurs d'une épidémie, de l'évolution d'une épidémie, vous voyez les décès, on est parti de 1 à 2 décès par semaine. Après, on est monté à 3-4 décès par semaine. On est allé à 7 décès par semaine. On est monté à 12 décès par semaine. Après, 23 décès par semaine. Et aujourd'hui, nous sommes à 35 décès par semaine. Et donc, quand nous regardons cela, nous pensons quand même qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Mais je voudrais tout de suite le dire, parce que lorsque nous voyons l'évolution globale de l'épidémie, il n'y a pas une matière à s'alarmer outre mesure. Mais il faudrait peut-être maintenant simplement que nous reprenions conscience et que nous disons il y a quelque chose qui se passe, il vaudrait mieux que nous rentrions au respect des mesures barrières et que nous, surtout, nous portons nos masques lorsque nous sortons dans l'espace public. Si les nouveaux chiffres de cas de contamination au Covid-19 sur l'étendue du territoire national sèment la panique au sein de l'opinion publique, il n'est pas encore temps d'introduire un quelconque vaccin. Sur la question de vaccin contre le Covid, je voudrais dire ici que la position du président de la République
son Excellence Paul Biya est clair sur la question. Cette position nous a été transmise par le premier chef de gouvernement, celle de dire préparer notre pays à une éventuelle introduction de ce vaccin, mais comme la situation épidémiologique est encore très bonne, on ne va pas courir vers le vaccin, mais on ne sait jamais. Au cas où on aura recours à un éventuel vaccin, le président ne voudrait pas que ses compatriotes soient démunis, soient sans vaccin. Pourquoi? Nous sommes dans un environnement mondial où les pays riches se sont accaparés tous les vaccins. Aujourd'hui, n'eût été la facilité COVAX qui offre la possibilité aux pays qui n'ont pas assez de moyens de pouvoir également prétendre à une moindre couverture quand même de leur population en vaccination, on ne devrait pas le faire. Parce que les pays riches ont d'ailleurs financé même les recherches du vaccin. Ils ont acheté, quand vous prenez l'un des pays que je tais le nom ici, ils ont acheté 10 fois plus que le nombre de leur population en termes de doses. Et donc, ça fait que si nous étions allés nous-mêmes sur le marché international, il était très, très difficile pour nous de les avoir. Et donc, le président a pris des dispositions pour que nous préparions à une éventuelle introduction de ce vaccin. Mais il faut qu'on le dise. D'abord, le principe n'est pas un principe de rendre ce vaccin obligatoire. Partout ailleurs, nous disons ici que le vaccin, ce sera un vaccin, si jamais on a besoin, ce sera un vaccin qui va se faire sur la base du volontariat. Vous voulez, vous venez vous faire vacciner. Vous ne voulez pas, ne le faites pas. Le conseil scientifique est clair là-dessus. C'est-à-dire qu'on a un échéancier de déploiement, mais pour le moment, nous disons, notre situation épidémiologique est telle qu'on ne devrait pas courir pour le vaccin. Et ça, c'est clair. Le président de la République est clair là-dessus. L'heure est au respect des mesures barrières pour barrer la voie à cette nouvelle vague du virus de la mort. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.